Alors, maintenant, j'aimerais peut-être souligner la présence de Madame Brigitte Vincent, qui est directrice générale à Abri Nord. Alors, si vous voulez vous manifester, c'est ça. Et vous présenter notre conférencière de ce soir, qui est Johanna Riboulet. Alors, Johanna est chargée de projet à Abri Nord. Elle présente une belle feuille de route. Elle est diplômée de trois universités du Québec, pas l'Université du Québec, mais trois universités du Québec. Elle a un DSS en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle est également graduée de l'Université de Montréal au baccalauréat en géographie environnementale. Et elle est aussi diplômée de l'Université Laval en horticulture et en gestion d'espaces verts. Elle a de l'expérience dans la présentation à des groupes comme ça, comme le nôtre. Donc, c'est intéressant parce que c'est à retenir pour le futur aussi, pour les enjeux environnementaux. Elle est impliquée, elle a travaillé en environnement à travers le Québec, donc pas juste dans les Laurentides, mais également dans des projets comme l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques pour la MRC de Marguerite-Douville à Verchères, donc on est loin des Laurentides. Elle a aussi travaillé pour la municipalité de Salaberry de Valleyfield à l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique. Elle est sensible aux préoccupations citoyennes et municipales parce qu'elle est elle-même membre d'un CCE à Piémont. Elle est résidente de Piémont. Et puis, elle est bénévole à dans les arts, dans à peu près toutes sortes de choses. Donc, c'est une citoyenne engagée dans les Laurentides. Donc, elle prêche par l'exemple. Ce qu'elle va nous dire ce soir, elle serait bien malvenue de ne pas l'appliquer ou que ce ne soit pas concret et pas applicable. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle soirée. Johanna, on cède la parole. Oui, Elisabeth, pour cette présentation. Je suis très heureuse d'être avec vous tous ce soir. J'ai partagé mon écran tout de suite. Est-ce qu'on voit bien la présentation? Oui. Parfait. Donc, moi, je vous vois pas tous, là. Donc, ça va être de me faire signe si Elisabeth me faire signe là, s'il arrive quoi que ce soit. Donc, c'est ça. On se retrouve ici ce soir pour parler de bassin versant. Donc, on va aborder là, certaines thématiques assez, si je peux dire, assez globales, assez de base. Donc, le plan de la présentation pour ce soir, on va parler de bassin versant, donc la définition même. Ensuite, on va voir grosso modo, c'est quoi le bassin versant de la rivière du Nord qui nous concerne. On va faire une petite définition des milieux humides, une petite définition aussi des ruissellements, des eaux pluviales. Donc, on parle ici de bassin versant, on va parler surtout d'eau de surface. On va parler un peu des menaces, là, si je peux dire, en parlant d'étalement urbain, et venir définir un petit peu c'est quoi ce phénomène. Et pour finir sur une note un peu plus positive, là, des solutions nature qui s'offrent à nous pour pallier à certains enjeux. Donc, pour commencer, bassin versant, c'est très simple de comprendre ce principe-là. Dans le fond, quand il pleut, on va avoir l'eau qui va se concentrer, dépendamment de haitographie, des obstacles, etc. Elle va emprunter un certain chemin et s'écouler sur le territoire de haut vers le bas, donc de l'amont vers l'aval. Ça ressemble souvent là, un petit peu aux branches d'un arbre ou un système nerveux. Donc, on a vraiment des petits ruisseaux qui vont se jeter dans des gros ruisseaux, qui vont se jeter dans des plus grosses rivières et qui vont toujours avoir une sortie qu'on appelle l'exutoire. Donc, l'exutoire est vraiment la sortie du bassin versant. Et on va voir aussi que les bassins versants, là, c'est comment on définit la frontière d'un bassin versant. Donc, exemple, une goutte va tomber à droite du schéma. Elle va finir sa course dans un petit ruisseau qui va finir lui-même dans une rivière, éventuellement dans la rivière Assomption. Mais à gauche, si sa goutte voisine va tomber dans un autre bassin versant, elle va finir sa course dans la rivière du Nord. Donc, c'est là qu'on vient vraiment délimiter tous nos bassins versants et nos sous-bassins versants grâce à ce principe-là, c'est ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux. Et c'est comme ça qu'on vient définir les frontières des bassins versants. Dans un bassin versant, on a toujours des sous-bassins versants. Parce qu'un bassin versant, c'est vraiment juste au niveau des échelles, on a des plus gros bassins versants et des plus petits bassins versants. On va voir un peu plus loin
ici, dans le fond, vous avez la carte du bassin versant de la rivière du Nord. Donc, la rivière du Nord va se jeter dans la rivière des Outaouais, la rivière des Outaouais va se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, on voit comme ça là, les échelles de bassins versants qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Je vous invite à regarder un petit peu l'élément en vert. Ça, c'est le bassin versant de la rivière Doncaster. Donc, on voit vraiment que la rivière Doncaster est en tête de bassin versant. Donc, il est vraiment plus en amont du reste, finalement, de l'exutoire, l'exutoire est encore là dans la rivière des Outaouais. Je vous ai mis ici une petite capture d'écran à gauche. Ça, c'est nos résultats d'échantillonnage parce que je vais vous expliquer juste après, là, mais à Abri-Nord, on fait de l'échantillonnage et la suivi de la qualité d'eau. Et tous nos résultats là, sont disponibles sur notre site web en ligne. Donc, si vous voulez, vous êtes curieux de savoir la qualité d'eau, je ne montrerai pas ce soir là, les résultats, mais vous êtes invités à aller les découvrir par vous-même sur notre plateforme IO sur notre site web. Donc, on est qui à Abri-Nord? Qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on est un organisme de bassin versant. Il y en a une quarantaine au Québec. On est mandaté par le ministère de l'Environnement pour faire le suivi de la gestion intégrée de la ressource en eau sur le territoire. Donc, notre mandat est très large. Là. On va vraiment toujours s'assurer que tous les acteurs du territoire peuvent se concerter, peuvent travailler ensemble pour vraiment garantir la bonne qualité d'eau, mais aussi la bonne quantité d'eau, donc pour que tout le monde puisse satisfaire ses besoins en termes d'eau, de consommation d'eau, etc. Donc, c'est très large, là, les acteurs avec qui on fait des projets ou on fait affaire, là, on est souvent... on fait souvent des projets avec les MRC, les municipalités, mais on peut faire aussi des projets avec les producteurs agricoles. On fait de la sensibilisation dans des écoles, tout ça. Donc, c'est vraiment très, très large le mandat d'Abri-Nord. Bien souvent, on va avoir des projets ciblés dépendamment aussi de notre résultat d'échantillonnage d'eau. Les analyses qu'on fait au laboratoire et tout ça nous permettent d'avoir une idée du portrait et de la qualité d'eau pour certaines rivières. Et ça va nous permettre vraiment de venir cibler certains endroits qui peuvent être problématiques quand on voit qu'il y a vraiment des problématiques de pollution. Ici, je zoome un peu plus là, sur la carte de tantôt qu'on avait du bassin versant de la rivière du Nord. On a la rivière du Nord encore en rouge là, au milieu de la carte. Et on a les limites administratives de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson puis Estérel. C'est ça. Donc, on voit principalement que l'Estérel et Sainte-Marguerite sont sur le bassin versant de la rivière Doncaster. Il y a un petit bout là, de Sainte-Marguerite qui va être aussi sur d'autres sous-bassins versants, mais eux autres vont se jeter directement dans la rivière du Nord. Aussi, je vous invite à voir que à gauche, à nord-est, vous avez un territoire de Sainte-Marguerite qui n'est pas couvert par notre zone de gestion, tout simplement parce que, comme je l'expliquais tantôt, c'est la limite du bassin versant de la rivière du Nord. Donc, si la goutte d'eau tombe à droite de notre limite, eh bien, elle va se retrouver dans la rivière l'Assomption, au lieu de se retrouver dans la rivière du Nord. Puis les éléments un peu plus clairs, ce sont les sous-bassins versants. Donc, comme j'expliquais tantôt, un ruisseau va avoir son propre bassin versant, imbriqué celui-ci dans un autre bassin versant de plus grosse importance. Là, je zoome un petit peu sur la carte pour vraiment voir les limites administratives de Sainte-Marguerite et de l'Estérel. Et on a encore là les sous-bassins versants. Donc là, j'ai identifié les exutoires. Donc, comme on disait tantôt, ça, c'est la sortie de nos bassins versants. Donc là, en l'occurrence, la sortie de nos sous-bassins versants, l'endroit où ils vont se jeter dans la rivière Doncaster, en fait. Je les ai identifiés parce que souvent, ce sont des zones qui, pour nous, nous permettent de remonter le chemin. Finalement, si on voit qu'il y a une mauvaise qualité d'eau sur la rivière Doncaster, par exemple, c'est pas le cas, mais s'il y a une mauvaise qualité d'eau, là, on va pouvoir venir enquêter, voir quel cours d'eau, quel ruisseau amène le plus de pollution. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le chemin, finalement, à la pollution émise en tant que telle. Et aussi, ce sont des zones, je les ai identifiées parce que parfois, lors des crues au printemps ou l'été, quand on va avoir beaucoup d'eau, des tempêtes diluviennes avec beaucoup d'eau, c'est des endroits où il va y avoir un fort débit qui va arriver dans la rivière Doncaster et parfois, ça peut impliquer là, des débordements, etc. J'ai aussi identifié les routes là, qui sont en blanc.
on voit bien là, on a tendance à vraiment construire là, tout au long de nos cours d'eau, etc. Donc ça aussi, ça rend un petit peu vulnérable nos infrastructures à ce moment-là quand on est trop proche de l'eau. Donc ça m'amène à vous parler des milieux humides parce que je voulais vous permettre là, de vraiment comprendre l'importance et le rôle qu'ils ont à jouer dans nos bassins versants. Ici, c'est la carte encore de l'Estérel et de Sainte-Marguerite. On a les différents complexes de milieux humides, donc marécages, tourbières faines, eau peu profonde, marais. Je vais les définir dans les diapositives suivantes pour que ça soit bien clair et que sur le terrain, vous-même, vous soyez capable de comprendre un peu mieux quel type de milieu humide est sur le territoire. Donc, pour commencer, on a les marécages. Donc, ça, c'est vraiment des milieux humides qui vont être dans des boisés. Ils vont être intermittents, donc ce qui veut dire qu'il va pas toujours y avoir de l'eau à ces endroits-là. À la fin de l'été ou en période de sécheresse, c'est des endroits où il n'y aura plus d'eau, mais lorsqu'il va au printemps, lors des crues encore là, ou lorsqu'il pleut, c'est des endroits qui vont permettre de recueillir l'eau. Au printemps, il y a par exemple la rainette faugrillon qui en a besoin pour se reproduire. Et beaucoup d'espèces d'amphibiens aussi qui utilisent au printemps. À droite, on a les marais. Donc ça, c'est souvent des complexes de milieux humides qui se retrouvent proches des ruisseaux ou des rivières. On les définit parce que ils ont souvent une végétation plus herbacée, plus graminée. Ensuite, vous avez les eaux peu profondes. On les appelle aussi des étangs. Et ça, c'est vraiment, souvent, ça fait le lien là, avec les lacs. Donc, les bords de lacs, parfois, certains bords de lacs peuvent ressembler à des eaux peu profondes comme ça. Souvent, ça dépasse pas 2 mètres de profondeur. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle eaux peu profondes. Et on va voir souvent de la végétation submergée, des plantes aquatiques, etc. dans ces milieux-là. À droite, un autre milieu humide un petit peu plus méconnu, je dirais, ce sont les prairies humides. Ça, c'est vraiment des endroits avec de l'herbacée principalement. Et l'eau va avoir tendance à être recueillie par ces endroits-là, surtout encore là lors des crues et des pluies diluviennes. C'est souvent parce que le sol est peu perméable que ça amène cette retenue d'eau-là. La dernière catégorie, c'est les tourbières. Donc ça, les tourbières, toutes les tourbières, ce qui les définit, c'est vraiment une grosse couche de matière organique. Donc souvent 30 cm de matière organique peu décomposée. Vous avez les tourbières bogues, là, qui eux sont des tourbières qui vont être approvisionnées souvent par la pluie. À la différence des tourbières faines qui, elles, vont être approvisionnées souvent plus par des eaux souterraines. Et finalement, tourbière boisée, là, qui est un peu, on peut parfois la confondre avec les marécages, mais encore là, l'élément, c'est vraiment un sol spongieux, souvent de la mousse au sol, etc. Et pas de retenue d'eau dans ces moments-là, mais toujours un sol très, très humide. Je vous parle des milieux humides parce qu'ils ont un rôle essentiel là, dans les bassins versants, puis aussi dans plusieurs services qu'ils nous procurent. Donc, principalement, les milieux humides, ils agissent comme des éponges. Donc, ils vont vraiment venir collecter l'eau de pluie lorsqu'elle va tomber. Et ça va avoir pour effet de réguler le débit des rivières. Parce qu'on va retenir l'eau, eh bien, moins d'eau va être acheminée tout de suite au cours d'eau. Donc, on aura des débits moins importants, là, surtout en période de crue ou en période de pluie diluvienne encore là. Puisqu'ils agissent comme des éponges, eh bien, ils vont servir de bassin de rétention. Donc, ça va permettre encore là de lutter contre les inondations. Et si juste avant, là, ça lutte aussi contre l'érosion des berges si on a moins de débit d'eau dans la rivière. Parce que ce qui érode beaucoup les berges, c'est quand on a une augmentation soudaine du débit d'eau. Là, la force érosive de l'eau va vraiment venir éroder nos berges, puis c'est là qu'on va avoir des dégradations. Puisque ça agit comme des éponges encore là, l'eau, elle va stagner dans ces endroits-là et elle va s'infiltrer tranquillement dans le sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable puisqu'on veut venir recharger nos nappes phréatiques et nos puits. Lorsqu'elle va être dans ces milieux humides-là, elle va avoir peu de vitesse, même aucune parfois. Et ça va permettre aux matières en suspension, aux polluants, là, de venir décanter dans le fond de l'eau. Et les plantes vont aussi filtrer les polluants, etc. Donc, les milieux humides auront aussi un rôle très important dans la dépollution de l'eau.
Et ce qui ressort aussi beaucoup, c'est l'habitat d'exception pour la faune. Donc, ces milieux humides-là sont des endroits extrêmement riches en biodiversité. On va avoir beaucoup d'espèces qui vont avoir besoin de ces milieux humides-là pour se reproduire, notamment le cas que je parlais tantôt, là, la rainette faugrillon, qui, elle, va être une espèce clé là, pour l'équilibre de l'écosystème, puisque c'est comme un animal dont beaucoup d'animaux vont dépendre. Et finalement, les milieux humides, c'est aussi nos alliés là, dans la lutte contre les changements climatiques, puisqu'ils séquestrent énormément de carbone. Puisqu'on parle de milieux humides, qu'on parle de bassins versants, c'est sûr qu'on va parler de ruissellement des eaux pluviales. Ça, c'est l'eau de surface pour laquelle on s'intéresse. Donc, un petit graphique vite fait pour vous expliquer le principe de ruissellement. À gauche, vous avez un scénario avec beaucoup de milieux naturels, évidemment sûrement beaucoup de milieux humides aussi à travers ça. On a une flèche d'infiltration de l'eau qui est très grosse parce qu'évidemment, le sol de la forêt avec beaucoup de matière organique va permettre une infiltration de l'eau, et aussi avec les milieux humides là, qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer et de recharger les nappes phréatiques. On va avoir une flèche de ruissellement qui va être là parce que oui, on a encore des cours d'eau, on a encore de l'eau de surface qui va ruisseler. Et aussi de l'évapotranspiration, les arbres qui vont transpirer et vont venir recharger l'H2O, l'eau dans l'atmosphère. À droite, un scénario un petit peu plus avec l'installation humaine. Là, et ce qu'on voit, c'est que la flèche de l'infiltration de l'eau est vraiment plus faible, étant donné les surfaces imperméabilisées. Donc les routes, les toits des maisons, tout ça, souvent, on veut que l'eau s'en aille au plus vite, donc on veut pas avoir de l'eau stagnante. Là. Souvent, c'est ça un petit peu les mentalités, si je peux dire. Et ça va faire en sorte que notre flèche du ruissellement, elle va être beaucoup plus élevée. Donc, on va avoir une quantité d'eau beaucoup plus importante qui va ruisseler à la surface et qui va finalement venir charger nos cours d'eau d'un débit plus important. Donc là, ici, j'ai pris une petite carte là, de lac Masson. On a aussi plusieurs autres lacs. On voit la définition là, des sous-bassins versants de ces endroits-là. Et les petits traits vert clair, si je peux dire, là, ça, ce sont les lits d'écoulement. Ou on appelle ça aussi des couloirs d'écoulement des eaux de pluie. Ce qui veut dire que c'est l'endroit que l'eau va emprunter lorsqu'il va pleuvoir. C'est là qu'elle va passer pour s'écouler. C'est des zones qu'on va vraiment voir le lit, la forme de lit, mais souvent, c'est des zones qui vont être où il n'y aura pas de l'eau en permanence. L'eau va seulement être là quand il va pleuvoir ou au cru, là, à la fonte des neiges, etc. On voit la différence là entre certains lits d'écoulement qui sont dans des zones naturelles, donc qui sont méandrés, ils ont des petits virages. Et je vous invite à regarder ici là, la petite zone résidentielle, on voit qu'il y a des lits d'écoulement qui sont vraiment droits. Donc ça, c'est parce qu'ils empruntent les fossés de drainage là, sur le bord des routes. Évidemment, c'est utile parce qu'on veut pas que notre route soit inondée. Mais la problématique, c'est que en empruntant le fossé, l'eau va se charger de polluants. Donc des polluants, on peut penser au sel de voirie ou des résidus d'hydrocarbures là, de résidus d'automobile, etc. Et ça va faire en sorte que l'eau va charger de ces résidus-là. Mais si elle croise un milieu humide, donc là, en l'occurrence, elle croise une petite tourbière boisée, là, le milieu humide va faire son travail là, de dépolluer et de réguler l'eau qui va arriver là, au lac Masson. Donc ça, c'est ce qu'on veut conserver, ces milieux humides-là là, qui vont venir dépolluer encore l'eau avant qu'elle se jette dans nos rivières ou dans nos lacs. Ici, ça, c'est la carte des territoires de l'Estérel et Sainte-Marguerite encore. On a le type de sol. Donc, on a du sol sableux, puis ça concorde bien là, avec le chemin qu'emprunte la rivière Doncaster. Et pour le reste, ce sont des laumes, peu d'importance. C'est ça. J'ai identifié aussi les bâtiments. Donc ça nous permet de voir un petit peu l'installation humaine là, sur le territoire. Et aussi, j'ai gardé la relevée là, de nos exutoires de tantôt, là, les rivières et les ruisseaux qui se jetaient directement dans la rivière Doncaster.
Désolée pour le petit chien en arrière. Et aussi, on a aussi l'élévation. Donc ça nous montre qu'à Sainte-Marguerite, on a un mont un peu plus d'importance. Puis l'Estérel qui est plus, je dirais, dans une cuvette là, proche du lac Masson. Ce qu'on remarque aussi quand on voit l'établissement humain, c'est la proximité avec les cours d'eau, avec les lacs. C'est sûr que c'est magnifique là, habiter proche d'un lac, puis beaucoup de personnes ici ce soir habitent proche des lacs et tout le monde voudrait habiter proche d'un lac ou d'un cours d'eau. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients. En l'occurrence, surtout proche des cours d'eau, on peut avoir des débordements, des risques d'inondation, choses comme ça. On va passer à l'autre carte. Ici, c'est la carte de l'affectation du territoire, ce qui veut dire que c'est souvent les grandes affectations là, de zonage, etc. On remarque que la principale affectation du territoire est résidentielle. Vous avez aussi des noyaux urbains, là, surtout proche de ici là, à Sainte-Marguerite. On a une affectation industrielle tout le long du chemin Fridolin-Simard ou du chemin Chersey. Affectation agroforestière ici au nord-est et une affectation récréative. Donc ça peut nous permettre aussi d'identifier les zones où il pourrait y avoir d'émanation de pollution dépendamment de certaines activités qui peuvent être pratiquées sur ces zones-là. Je vous invite aussi à comparer l'affectation de conservation versus l'affectation résidentielle, évidemment, là, qui prend proportionnellement beaucoup plus de place là, que la conservation présentement. Ça m'amène à vous parler du phénomène de l'étalement urbain. Donc, qu'est-ce que c'est l'étalement urbain? Eh bien, c'est un modèle de développement immobilier là, de type unifamilial. Donc, on parle de type banlieue. Ça prend beaucoup de place parce que, évidemment, comme le nom l'indique, c'est un étalement. Donc, chaque personne va avoir sa maison, son jardin, etc. Et ça va faire en sorte qu'on va devoir construire encore plus loin pour que tout le monde puisse avoir accès à cette propriété-là, évidemment. Ça a des effets négatifs dans le sens où ça va nécessiter la construction de routes pour aller vraiment accéder encore plus loin là, aux zones résidentielles. Ce qui va nécessairement entraîner la dépendance à l'automobile. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a ces 70% du revenu des municipalités qui repose sur l'impôt foncier. Donc, les municipalités, parfois, sont aux prises avec ce dilemme-là, finalement, de développer le territoire pour se faire financer, puis pour assurer les services aux citoyens. Mais on va voir que ça a des conséquences sur les écosystèmes, puis on va voir un peu plus tard sur aussi les municipalités. Donc, les premières conséquences, c'est sûr qu'on parle de dégradation et de disparition des milieux humides. Évidemment, vu que c'est un étalement urbain, on veut encore plus de territoire pour développer encore plus et aller de plus en plus loin. Et ça va vraiment venir rentrer en compétition avec nos milieux humides et nos milieux naturels sur le territoire. On parle d'augmentation de polluants, évidemment, vu qu'on va développer des nouvelles routes, on va avoir une dépendance à l'automobile, donc il va y avoir une dispersion de polluants, notamment les sels de voirie qu'on va devoir utiliser pour entretenir les routes l'hiver, sels de voirie qui sont hautement chargés en chlore, etc., qui peuvent venir perturber l'équilibre des lacs et des milieux humides. Et l'imperméabilisation, comme on l'expliquait plus tôt là, avec le ruissellement, évidemment les zones asphaltées, les entrées de stationnement, tout ça, ça va avoir pour effet que l'eau ne peut plus s'infiltrer, donc elle va ruisseler sur le dessus, sur la surface, et amener avec elle un taux de polluants. Ça peut avoir aussi des conséquences sur les municipalités. Donc ça, on n'en parle pas souvent, mais oui, la municipalité va retirer des bénéfices du développement immobilier. Mais à long terme, c'est elle qui va être chargée de s'occuper de l'infrastructure, de réparer les routes, de les entretenir l'hiver. Souvent des infrastructures comme les aqueducs, les égouts qui vont devoir être finalement amortis par la municipalité, donc par le reste de notre population. Et à long terme, finalement,
ça coûte beaucoup à notre municipalité. Ça peut avoir aussi, dépendamment des municipalités, des pressions sur le système d'épuration des eaux et d'approvisionnement en eau potable. C'est le cas notamment là, de la municipalité de Saint-Laurent-des-Laurentides qui vraiment a laissé s'installer beaucoup de résidents sur son territoire sans avoir vraiment analysé c'est ça, l'approvisionnement en eau potable pour ses citoyens. Présentement, ils sont en train de devoir acheter de l'eau potable pour satisfaire les besoins. Et une dernière conséquence que ça peut avoir, ça c'est une conséquence un peu plus sociale, je dirais. Pour nous, à Brie-Nord, c'est aussi un enjeu là, sur le territoire, c'est la privatisation des berges. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, les personnes vont vouloir, évidemment, tout le monde, comme je disais tantôt, on adore les lacs, on adore les cours d'eau, et le rêve, c'est ça, c'est d'avoir un bord de lac où on peut venir profiter l'été de nos lacs. Mais la conséquence, c'est que ça amène la privatisation. Donc, il y a une certaine partie de la population qui va se retrouver sans accès au lac et qui va finalement être privée de l'accès à la nature. Et ce que ça amène, c'est que si on prive une partie de la population de la nature, eh bien, il n'y a plus de chance pour cette population-là de développer un sentiment d'appartenance, un sentiment de tomber en amour finalement avec nos milieux naturels, nos lacs, etc., de vouloir les comprendre, les protéger. Donc, c'est un peu, ça, c'est plus une conséquence sociale, je dirais. On résume un petit peu ce que ça engendre, là, la perturbation des milieux humides et des milieux naturels. Donc, comme on l'a dit, puis on le voit là, sur la petite image, là, on va venir remblayer des milieux humides. Eh bien, ça va augmenter le débit de l'eau lors des crues, augmenter le risque d'inondation ici, intrinsèquement, l'érosion des berges. On va avoir une perte d'habitat qui est conséquence là, de la disparition des milieux humides, qui va augmenter la pression sur nos espèces vulnérables et menacées. Puis quand on a une perturbation d'un habitat, qu'il soit terrestre ou aquatique, les plantes exotiques envahissantes, c'est eux qui vont bénéficier le plus de cette perturbation-là. Une fois que l'habitat est perturbé, elles vont venir puis elles vont envahir beaucoup plus facilement l'endroit. Ici, j'ai identifié juste en analysant le territoire là, avec des images satellitaires, un endroit, on parle du lac Creux, lac Guénette, lac Marié, qui sont des petits lacs. On voit, comme j'ai dit tantôt, là, on peut considérer ça comme des étalements urbains, mais il y a aussi surtout l'enjeu de privatisation des berges dans ce cas-là. Mais on voit surtout qu'il y a beaucoup de complexes de milieux humides. Donc, on a une grosse section marécageuse là au centre, des tourbières ici. On peut présager là, qu'autour du lac Creux, éventuellement, il y aura des habitations, étant donné le développement de routes à cet endroit-là. C'est sûr que quand on va habiter proche des lacs comme ça, on va augmenter la dispersion de polluants qui peut se retrouver jusqu'au lac. C'est pas seulement en berge, parce que chaque lac, là on parlait des bassins versants, des sous-bassins versants, mais chaque lac a son propre bassin versant. L'eau, on appelle ça une aire de drainage aussi. Donc, si on a beaucoup d'habitations dans la même aire de drainage pour un lac, eh bien là, on vient vraiment augmenter la vulnérabilité et le potentiel de pollution qui va aller jusqu'au lac. Ici, je ne sais pas exactement si le milieu humide ressemblait à ça avant, mais on peut là, se poser des questions sur la forme de ce milieu, de ce marécage-là. Est-ce qu'il est vulnérable au développement? C'est ça, on peut se poser des questions. Surtout que quand on va construire sur un milieu humide comme ça qui va être emblayé, la petite image de tantôt là, le démontrait assez bien, on va venir emblayer, mais au printemps ou lors des pluies, l'eau va toujours être là. Puis vu qu'elle a plus son éponge, elle a plus son milieu humide pour être stockée, eh bien souvent elle va se retrouver dans nos sous-sols, on va avoir l'eau dans la cave, comme on dit là, au printemps, des choses comme ça. Fait que souvent, quand on a de l'eau dans la cave, là, c'est peut-être parce qu'il y avait un petit milieu humide ou quelque chose là avant sur notre terrain puis que celui-ci n'existe plus. Un autre exemple encore là, on a le petit bassin versant, un sous-bassin versant finalement qui a trait là, au lac Walfred. Ici, comme je disais tantôt, quand c'est un plus petit bassin versant, là, c'est sûr que c'est plus vulnérable pour le lac éventuellement si
on a un boom immobilier puis beaucoup d'habitations dans cette section-là. On a toujours des milieux humides là, en tête de bassin versant qui sont primordiales pour la conservation parce que c'est eux qui vont approvisionner le lac en eau. Donc, c'est toujours des zones comme ça qu'il faut vraiment conserver. Là, vous voyez une grosse tourbière boisée là, proche du golfe, etc. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder là, quand on vient développer un territoire. Un autre exemple encore là des sources d'approvisionnement du lac Grenier ou du lac Masson, des gros complexes de milieux humides qui vont vraiment encore là faire leur rôle de dépollution, de régulation, d'approvisionnement en eau des lacs. Ce sont des zones que l'on devrait vraiment prendre en compte là, dans le développement pour essayer ou les conserver, mais le moins possible de les perturber. Encore un exemple de milieux humides qui sont encore intacts sur le territoire et qui peuvent faire bénéficier la population là, de la bonne qualité d'eau. Si on vient à développer ces endroits-là, à perturber ces milieux humides-là, bien là, on perd le rôle que nos milieux humides venaient jouer au préalable. Ensuite, c'est ça. C'est sûr qu'on vient de parler de plusieurs enjeux qui sont un peu moins le fun et qu'il faut quand même en prendre considération, mais on a des solutions nature comme on appelle, et ça, c'est un petit peu plus encourageant. On va parler des services écosystémiques. Donc, qu'est-ce que c'est des services écosystémiques? C'est des services qui sont rendus gratuitement par la nature. On peut se poser la question, par exemple, combien ça coûte construire une usine d'assainissement des eaux ou d'épuration des eaux. Combien ça coûte, par exemple, d'implanter des infrastructures pour prévenir les inondations ou pour prévenir l'érosion des berges, tout ce qui a trait à l'ingénierie végétale, etc. Ça a un coût quand on veut le faire par un spécialiste, etc. L'air climatisé, combien ça coûte de mettre de l'air climatisé, d'avoir des zones là, de fraîcheur et des choses un peu moins monétarisé, un peu plus difficile à mettre un prix dessus, comme par exemple le champ des rainettes. Ça, c'est quelque chose qui va être, je veux dire, inestimable pour certaines personnes et d'autres qui vont vraiment avoir une vision différente et qui n'aura aucune valeur à cet élément-là. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques et il y a 4 types de services. Vous avez l'approvisionnement, ça c'est tout ce que la nature nous donne. La régulation, donc là c'est un peu plus comme les milieux humides, là, le rôle de régulation, etc. Culturalité, c'est là que notre rainette viendrait prendre sa place. Là, les paysages, combien ça coûte un paysage, combien ça coûte, c'est ça, là, des valeurs qui nous sont tellement chères qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Et finalement, le service de support qui vient soutenir tous ces services-là. À Abri-Nord, on a fait l'exercice d'estimer combien ça coûte ce service-là par année. Dans le fond, combien la nature nous donne en service écosystémique par année sur le bassin versant de la rivière du Nord. Et ça a été estimé à 525 millions de dollars par an. Donc, le rapport, il est disponible si vous voulez aller plus loin puis connaître un peu plus là-dessus, il est disponible sur notre site web. C'est vraiment, les services écosystémiques, là, c'est vraiment de venir remettre la valeur de la nature là, dans la balance pour vraiment faire un choix éclairé et équilibré. Parce que si on va venir détruire nos milieux humides qui jouaient un rôle d'épuration d'eau, eh bien là, il va falloir construire des infrastructures pour venir pallier au manque finalement qu'on va avoir perdu lorsqu'on va venir détruire des milieux humides. Eh bien ça va avoir un coût. Et c'est comme ça qu'on vient estimer finalement, est-ce que c'est une bonne décision à prendre? Est-ce que finalement ça va pas nous coûter plus cher dans le futur? Ces services-là ont un prix et un prix pour la société et c'est ça qu'on vient remettre un petit peu là, dans la balance pour vraiment équilibrer les choix qu'on va faire en tant que société. C'est sûr qu'on parlait là, de protection de milieux humides, tout ça, mais quand c'est déjà fait, quand on a des développements qui sont faits dans le passé puis qu'il y a des problématiques, bien, il y a encore des solutions. On a par exemple la gestion durable des eaux pluviales. Ça, le gouvernement a fait là, un guide sur tous les types d'infrastructures qu'on peut mettre pour
venir gérer notre eau pour permettre de la dépolluer. En fait, c'est un peu de venir faire le rôle que les milieux humides jouent, mais vraiment de moindre qualité, évidemment, parce que la nature fait un plus beau travail que nous, mais c'est quand même des solutions qu'on peut mettre en place sur le territoire quand on a certaines problématiques. Là, des petits exemples, un exemple à la Ville de Québec avec un organisme qui sont venus protéger finalement la source potable de la Ville de Québec, qui est le lac Saint-Charles. Ils ont collaboré avec les citoyens puis ont implanté des noues végétalisées. Donc ça va faire en sorte de ralentir l'écoulement de l'eau parce qu'on veut encore là que l'eau puisse être filtrée par les végétaux et qu'elle puisse s'infiltrer dans le sol. Et on sait là, qu'en bord de rue comme ça, c'est là qu'on va retrouver les différents polluants dont je vous parlais tantôt avec les fossiles, les sels de voirie, les résidus automobiles, etc. Ça, c'est des infrastructures encore de gestion d'eau pluviale. Les citoyens peuvent aussi eux-mêmes mettre des infrastructures sur leur terrain. Là, on parle de jardin de pluie. Donc ça, l'idée, là, c'est de venir acheminer l'eau le plus loin possible de nos fondations, parce qu'on veut pas de l'eau proche de la maison, ça c'est certain. Et on va venir faire une petite dépression, là, un genre de petit trou avec comme des végétaux spéciaux pour venir recueillir l'eau de pluie. C'est sûr qu'en période de pluie intense ou de crue, notre petit bassin, il va monter, puis il va monter jusqu'à un certain taux parce qu'on va pouvoir, il va y avoir une manière là, de faire vider le bassin là, s'il monte en trop haut niveau. Mais l'idée, c'est vraiment de venir retenir l'eau pour qu'elle puisse s'infiltrer tranquillement dans le sol et venir recharger nos nappes phréatiques et nos puits. Et en l'occurrence, garder une certaine qualité parce que si elle s'en va dans la rue puis qu'elle s'en va dans le fossé, ben là, elle va venir se charger de sédiments et se charger de polluants. Donc, un autre exemple, un petit dessin du jardin de pluie, mais sous une autre façade. On a d'autres exemples aussi qui sont faits là, dans plusieurs villes au Québec pour réduire, là, à gauche, c'est les stationnements alvéolés. Ça vient réduire les zones imperméabilisées. Les stationnements, à ce moment-là, au lieu de ruisseler, ben là, on va pouvoir s'infiltrer dans le sol. On peut aussi mettre des genres de gros bassins de rétention d'eau. Là, quand il pleut, l'eau va se diriger dans ces bassins-là au lieu d'aller juste inonder le stationnement ou bien d'aller inonder les rues, les fossés, etc. Et à droite, un autre bassin là, de sédimentation qui joue un peu plus le rôle là, d'un milieu humide. Mais encore là, les milieux humides vont vraiment être une coche au-dessus là, en termes de qualité, de dépollution et des rôles qu'ils peuvent jouer. Ça m'amène à vous présenter un petit peu les mesures qui peuvent s'offrir à nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de lier la conservation des milieux naturels et la densification. Parce que c'est ça, on veut venir soutenir les organismes, les citoyens qui œuvrent dans la conservation. Il y a certains incitatifs financiers pour les promoteurs pour leur permettre de construire à proximité ou au sein là, des collectivités existantes. Comme on a vu tantôt, là, les noyaux centraux, les périmètres urbains, c'est là qu'on veut venir densifier l'établissement humain pour permettre de conserver nos milieux naturels. Parce c'est sûr qu'on veut pas refuser des gens à venir s'installer dans nos municipalités, mais on veut pouvoir le faire de manière que ce ne soit pas les milieux naturels qui en paient le prix et au final, nous qui en paient le prix de la perte des services écosystémiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la densification adaptative. On a des règlements de zonage qui peuvent favoriser aussi la densification dans le périmètre urbain. Certaines municipalités vont même aller jusqu'à mettre des moratoires sur la construction et le développement de nouveaux projets immobiliers. On va voir tantôt, il y a quelques municipalités qui ont fait la démarche. Ça, c'est vraiment pour nous permettre d'avoir le temps de penser le développement, parce que là, en temps de pandémie, c'est devenu vraiment fou, là, le développement immobilier. Les municipalités se disent qu'ils veulent prendre le temps de vraiment penser le territoire pour le développer de manière intelligente pour ne pas avoir à payer dans le futur pour certaines décisions là, qui se seraient faites à la hâte. On a aussi des subventions incitatives pour que les citoyens puissent instaurer des bonnes pratiques.
On peut avoir des compteurs d'eau pour permettre aux citoyens de visualiser leur consommation d'eau. Pas obligé de les taxer tout de suite ou d'avoir une taxe sur l'eau. Là, on parle pas de ça, là, on parle vraiment plus de voir notre consommation d'eau en termes de chiffres. Et vous avez aussi des municipalités qui vont jusqu'à demander des redevances de développement aux promoteurs pour que le promoteur puisse venir financer les dépenses qui sont liées aux infrastructures comme les routes, etc. Donc, les municipalités qui ont fait certaines démarches, là, on a Sainte-Anne-des-Lacs qui a mis un moratoire sur le développement de nouvelles routes, donc de nouveaux projets immobiliers. On a Sherbrooke qui, elle, a mis en place, là, comme je disais tantôt, là, les promoteurs qui vont assumer le coût des routes, etc. Et Tremblant aussi qui a mis un moratoire sur le développement immobilier, le temps encore là de se poser pour vraiment planifier le territoire de manière intelligente. Il y a d'autres solutions aussi qui peuvent aussi être prises par les citoyens. Et ça, c'est vraiment de venir adapter nos infrastructures. Donc, on a des exemples. C'est des solutions que je passe assez rapidement parce que ça prendrait juste des conférences sur chacune d'entre elles. Mais c'est ça. On a l'implantation d'écoroutes d'hiver. À Abri-Nord, on est en ce moment sur un projet là, de suivi des écoroutes d'hiver qui vont venir vraiment réduire les polluants surtout le chlore là, qu'on met sur les routes l'hiver. Évidemment, comme on parlait tantôt, l'implantation d'infrastructures de gestion durable des eaux pluviales, ça c'est toujours bon. Élargir les bandes riveraines, ça c'est sûr qu'on le dira pas assez, mais la bande riveraine joue vraiment un rôle essentiel pour venir protéger notre source d'eau, nos lacs. Diminuer les zones gazonnées non utilisées. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a tendance à avoir beaucoup de zones gazonnées pour des besoins esthétiques. Et le gazon va très peu permettre là, de ralentir l'écoulement des eaux et même l'infiltration de l'eau dans le sol. Souvent, sur les gazons, l'eau va avoir très peu de choses qui va la retenir pour permettre son infiltration. Elle va s'écouler, ruisseler jusque dans les fossés bien souvent. On peut implanter des aménagements horticoles de plantes indigènes. Ça va favoriser une renaturalisation, si je peux dire, des terrains. Et encore mieux, de garder des zones vierges de toute coupe. Donc, un endroit qu'on n'utilise pas du tout de notre terrain, on va venir laisser pousser les premières années, voir qu'est-ce qui pousse, si c'est des plantes envahissantes, est-ce que c'est des plantes indigènes, etc. Venir voir un petit peu ce qui se passe dans ces endroits-là qui vont redevenir des habitats, qui vont redevenir des endroits où l'eau va pouvoir s'infiltrer, où on va avoir une plus-value en termes de services écosystémiques. Et toujours là, de continuer à inciter les propriétaires terriens là, qui ont des grandes superficies de participer là, aux campagnes de conservation volontaire pour conserver les milieux naturels sur leur terrain. Des petits exemples pour finir là, de ce qui se fait un petit peu au Québec dernièrement. On a de plus en plus de citoyens qui vont venir réduire leur zone gazonnée puis implanter certaines plantes pour la biodiversité, mais aussi là, ça remplit le rôle qu'on écrit depuis tantôt là, pour permettre au sol là, de vraiment absorber l'eau, stopper le ruissellement, etc. Et puis, il peut y avoir aussi des initiatives comme la tonte différenciée qui permet de tondre, on tond certains endroits là qu'on utilise, mais on laisse pousser d'autres endroits pour vraiment, encore là, venir jouer le rôle plus écologique là, de permettre l'infiltration de l'eau dans le sol, etc. Donc, c'est même des initiatives qui pourraient être prises par des golfs. Là. On a certains golfs qui ont des démarches très écologiques, etc. Donc, toutes les activités peuvent venir faire une certaine transition dans une transition écologique. Voilà, pour finir, une petite image qui résume un petit peu. C'est sûr que là, c'est le cas d'une bande riveraine, mais ça peut s'acclimater à n'importe quel terrain résidentiel. On veut juste remettre de la nature chez nous, remettre la nature à sa place pour permettre d'en bénéficier, d'avoir des services rendus par elle. Donc, c'est ce qui finit ma présentation. Merci beaucoup, beaucoup, Joanna. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.